Je m'appelle Joseph Andrien, je travaillais dans l'enseignement, j'exerçais la fonction de logopède et j'étais très bricoleur. Nous avons acheté cette ferme ici que j'ai restaurée tout à fait tout seul avec mes mains. Quand je suis venu habiter ici à Mortier, le comité des fêtes locales m'avait demandé si on pouvait faire la fête à la ferme, la fête à la vieille ferme, à Ville-16 comme on dit. Et nous étions ici dans une étape telle que il n'y avait pas encore d'électricité, les murs étaient à peine chaulés et j'avais mis quelques objets en guise de décoration, dont cette fourche-là qui m'avait été donnée par le dernier exploitant de la ferme ici. Et alors, c'était une cave à vin ou une cave à bière, je ne sais plus. Et des gens avaient dit, oh c'est bien, il s'offrait bien un musée. Et j'ai dit, ben voilà, ce sera le musée de la fourche. Le musée est réparti dans plusieurs salles. Le premier bâtiment regroupe les différentes pièces d'une ancienne ferme. La cuisine, la chambre à coucher et la buanderie, toutes équipées d'objets d'époque. Nous sommes ici dans la cuisine qui est bien achalandée avec un poêle à pavé. Il faut savoir qu'ici, on habitait dans une région charbonnière et qu'on se chauffait la plupart du temps avec du charbon. Au-dessus de la table, il y a ce qu'on appelle une lampe munie d'un baisse et monte qui permettait de venir s'éclairer vraiment tout près de la table pour permettre de lire son journal ou de tricoter, quoi, voilà. Ici, c'est une sorbetière, donc pour faire du sorbet. On y mettait de la crème à l'intérieur, avec un parfum, chocolat par exemple, et tout autour, on mettait de la glace pilée et salée, pour ne pas qu'elle regèle trop vite, un petit peu comme on jette du sel sur les routes en hiver, quoi. Et on tournait à la manivelle, parce que la crème se coagulait contre les parois, et pour rendre la crème homogène et bien onctueuse, eh bien, on tournait avec cette manivelle qui faisait qu'on raclait les bords. De la cuisine à la chambre, il n'y a qu'un pas. On est ici devant un lit un peu particulier, à savoir qu'il a une belle face latérale avec des moulures et des volutes comme ça, mais pas là. Donc c'était un lit qui se collait contre le mur. Pour caler les couvertures, on prenait une pince de lit et on allait caler les couvertures comme ça. Puis on ouvrait cette pince de lit, ici, que l'on mettait entre le longeron et le ressort pour ne pas que les personnes tombent hors du lit. Pour chauffer les lits, on utilisait soit des bouillottes dans lesquelles on mettait de l'eau chaude, bien entendu, soit en métal, soit en faïence, ou aussi des briques réfractaires. Voici ici une brique que l'on mettait préchauffée dans le four de la cuisine, et puis on l'emballait dans un chiffon et on mettait ça au pied du lit, sous les couvertures bien entendu. Alors on utilisait aussi les bassinoires dans lesquelles on mettait des tisons ou des braises incandescentes et on passait la bassinoire entre les draps de lit de manière à préchauffer le lit. Ce qui est plus rare ici, c'est ce qu'on appelle un moine. C'est un arceau où est suspendu un petit récipient dans lequel on mettait des braises aussi ou des tisons et on mettait l'arceau entre les draps dans le lit et bien sûr on enlevait le moine quand le lit était préchauffé. Il y avait aussi une tradition dans certaines régions qui offrait à la mariée un pot de chambre dans laquelle elle était invitée de manger des restes du festin. Et à l'intérieur du pot, on voit évidemment un œil coquin. Voilà. La blanchisserie voisine mérite aussi un détour. On peut dire ici qu'on se trouve dans la buanderie où se trouvent plusieurs machines à lessiver de types différents. Par exemple, celle-ci
qui est une machine à pales. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a des pales qui oscillent d'un sens et dans l'autre, mais pas quand elle est ouverte. Celle-ci, c'est un tonneau qui monte et qui descend, si on peut voir le mouvement. Le linge était placé sous un piston et le linge donc était comprimé et déprimé. Alors ici, un échantillonnage de linge, dont des tailles par exemple. Je montre ça souvent aux enfants parce que les tailles étaient recousues et raccommodées et rapiécées. Voilà, là c'était un linge un peu particulier, il s'agit d'une culotte fendue qui permettait aux femmes de faire pipi debout, voire autre chose, mais je ne sais pas quoi. Je cherche, mais un jour je le saurai, hein, bien entendu. La charrette du rémouleur de 1902 fonctionne toujours, du moins la cloche. Il s'agit ici d'une petite poussette pour conduire deux enfants qui, quand ils s'entendent bien, sont mis face à face, mais s'ils se disputent, sont mis dos à dos. Voilà. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'il y a des petites roulettes à l'avant de cette charrette qui permettaient de franchir une marche. Autre trésor du musée, le métier à tisser. Ici, on est devant une machine qui s'appelle un métier à tisser, Jacquard. Jacquard avait inventé la programmation de la fabrication du tissu par carte perforée. En fait, c'est un ordinateur. L'ordinateur dit oui, je laisse passer une aiguille ou non, sans plus. Et quand Jacquard a inventé cette machine dans les années fin du XVIIIe siècle, comment dirais-je, dont les ouvriers ont cassé les machines et les ont jetées dans le Rhône parce que ça menaçait l'emploi. C'est incroyable mais vrai. Cette machine était utilisée à l'école de filature de Verviers. Il faut savoir que Verviers était la capitale mondiale de la laine, bien entendu. Voilà, cette machine fonctionnait encore, malheureusement, avec l'humidité, etc. Il y a des fils qui se sont cassés, donc maintenant elle est en stand-by, qu'on va dire en bon français. Ça veut dire que je ne l'utilise plus. Sabots et galoches ont aussi leur histoire. J'ai rencontré en son temps un certain monsieur Samuel Mondelart, qui était vraisemblablement le dernier sabotier de Belgique pratiquement. Il avait 96 ans quand je l'ai rencontré. Il m'avait dédicacé un sabot. On le voit ici, musée de la Fourche, et à l'intérieur du sabot, SM, Samuel Mondelart. Et alors il m'avait donné un échantillonnage de l'évolution du sabot dans sa fabrication, partant d'une souche, et puis dégrossi, etc. Donc voilà. Et alors tout ceci, c'est une panoplie d'objets qui étaient utilisés pour la fabrication des sabots. Voilà. Dans l'autre partie de la ferme, le musée présente des métiers locaux et quelques scènes de la vie quotidienne. Et voilà, ceci est l'objet le plus typiquement régional du musée. Il s'agit de la planche à fromage qui était destinée à fabriquer le fromage de Herve. Le lait fraîchement trait était versé dans une tine de cet acabit, et puis on y incorporait de la présure, qui est une enzyme prélevée dans l'estomac du veau, qui faisait cailler le lait, durcir le lait. Puis on y introduisait un brise-caillé ou une lyre pour émietter le lait de telle manière que les petits morceaux ne soient pas plus gros que une petite cerise ici, puis c'était comprimé dans ce qu'on appelle les filières, et puis on les laissait égoutter et maturer. Après, ils seront évidemment, comment dirais-je, lavés, etc., ils seront affinés, comme on dit, après. Hein. Donc ceci est l'objet le plus insolite du musée. Il s'agit d'un vagin artificiel pour masturber les taureaux en vue de la récolte du sperme pour l'insémination artificielle. Je m'en sers encore de temps en temps, j'arrive au numéro 10, péniblement. Un coin à l'étage rassemble quelques étranges objets. Donc ici, il s'agit d'un piège à souris qui permettait d'attraper plusieurs souris simultanément. Il y a une espèce de cuillère en bois ici, et alors on armait le piège, comme je suis en train de le faire, en espérant de ne pas me claquer les doigts. Les souris étaient alléchées par l'odeur et puis, hop, se faisaient écraser.
Il s'agit ici d'une épouilleuse pour tuer les poux ou les puces des poules ou d'autres oiseaux. On mettait la poule ici, on lui coinçait la tête dehors à l'aide de cette sorte de guillotine pour qu'elle puisse respirer à l'extérieur, bien sûr. Et là, dans le compartiment annexe, là, on y mettait brûler du soufre. Donc, on mettait gazer les puces des poules. Voilà. Ceci est un appareil qui servait à empaler les taupes quand elles faisaient leur tertre. Donc on guettait, il ne fallait pas faire de bruit parce qu'elles sont aveugles, mais elles entendent très clair. Et on empalait la taupe. La pièce suivante va raviver les vieux souvenirs d'école. Donc ici, j'ai essayé de reconstituer un petit coin pédagogique avec le pupitre du maître, le banc de l'écolier, avec les ardoises, etc., quoi. Et alors aussi des formes de capacité, là où on pouvait voir les doubles décalitres et ainsi de suite, et aussi des formes géométriques. Le maître d'école, avant 1914, avait le droit de frapper les enfants. Maintenant, c'est évidemment le contraire, c'est plutôt les enfants qui ont le droit de frapper les enseignants. Voilà. Donc ici, il s'agit d'une mallette d'écolier que les enfants mettaient sur leurs genoux, afin de s'en servir comme de pupitre. Et à l'intérieur de cette mallette, il y avait soit un livre de lecture, comme c'est le cas ici, un plumier à 2 étages dans ce cas-ci, dans lequel il y avait un porte-plume, une touche, et aussi une ardoise, en ardoise, ou bien alors en carton. Voilà. Donc ici, il s'agit de la pince à castrer appelée la Burdizo. C'est marqué dessus. On appuyait comme ça sur le genou, puis on écrasait le cordon séminal d'un premier testicule, puis à un niveau inférieur pour le second testicule, de telle sorte que la bourse restait irriguée. C'était donc un mode à castrer non sanglant, donc il y avait moins de risque d'infection. Je fais des démonstrations gratuites. Si vous êtes amateur, j'ai une pince à castrer mieux adaptée à l'humain. Jusqu'à présent, personne n'a accepté de se faire castrer, sauf une personne qui m'a dit un jour « Ah ben monsieur, c'est bien gentil, mais moi, c'est déjà fait. » Mon épouse m'accompagnait quelquefois aux brocantes. Et pour se fixer un objectif, elle avait en son temps collectionné des moulins à café. Elle était donc devenue Mola Fabophile. Mola, moulin, Fabo, fève, et file, elle aimait les moulins à café. Voilà. Autre collection, plus sérieuse celle-là, des statues de saints et saintes, dont plusieurs de la région. Autrefois, il y avait beaucoup de croyances et de dévotions populaires. Il y avait beaucoup de saints qui étaient invoqués, notamment pour se protéger des maladies contagieuses. Saint-Roch, par exemple, ou se protéger de certains accidents, comme Sainte-Barbe ici, qui était la patronne des mineurs et autres métiers à risque, quelquefois. Il y avait les saints patrons, on voit ici, par exemple, Saint-Nicolas, patron des enfants sages. On invoquait aussi parfois des saintes, ici c'est Sainte-Claire, qu'on invoquait pour avoir du bon temps. On allait porter donc des œufs à Sainte-Claire, comme on disait, quoi. Hein. Et voilà, chaque saint était vénéré pour des choses bien particulières. À savoir, par exemple, ici Sainte-Lucie, pour les maux de gorge et les yeux aussi. Il s'agit ici d'un coussin de dentelière, coussin à tambour, pour faire de la dentelle au maître en quelque sorte, qui était réalisé par des fuseaux comme on peut le voir. Cette dentelle s'appelait le torchon, quel drôle de nom pour une si belle dentelle, et c'était de la dentelle de Marche, et non pas de Bruxelles ni de Bruges. Au revoir Joseph, et un grand merci pour toutes ces explications. Excusez, mais le téléphone. Allô? Non, dit on pouvait faire une terre. Je n'entends rien. Attends, je vais prendre mon cornet acoustique. Qu'est-ce que tu dis? Joseph,
On a oublié de remplir le livre d'or. On arrive. Ah, oui, d'accord. Eh bien, ça va. OK, merci. Allez, à plus.